Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. 13 juin 2018. 68e congrès de la FIFA à Moscou. Devant une salle comble, Gianni Infantino annonce au monde entier que la Coupe du Monde 2026 se tiendra en Amérique du Nord dans 3 pays différents. Thank you, President Infantino, fellow presidents, general secretaries, and everyone in our FIFA family. Si on paraphrase Karl von Clausewitz, le football est aujourd'hui la continuité, la politique par d'autres moyens. Et cette Coupe du Monde 2026 est l'un des meilleurs exemples depuis la fin de la guerre froide. Car pour la première fois depuis longtemps, la politique a directement impacté l'essence même de la compétition, à savoir l'équité sportive. Un sujet aussi passionnant que complexe que nous avons déjà traité pendant près de 25 minutes. L'épisode est d'ailleurs déjà disponible sur toutes les plateformes. Et pour clore ce chapitre de la plus belle des manières, j'ai la chance d'accueillir sur Géosporétique Vincent Chaudel. Comment ça va, Vincent ? Bonjour, ça va très bien. Donc Vincent, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur de l'Observatoire du Sport Business et aujourd'hui tu interviens surtout auprès de pas mal de médias. Et récemment, tu as participé à la conception du livre blanc autour de la géopolitique, le sport au-dessus des conflits, l'arbitre d'un monde sous tension. Donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est quel est ton rapport avec la thématique du jour, à savoir la Coupe du Monde 2026 et son prisme géopolitique? Alors, mon rapport, c'est un rapport d'observateur. Ça fait maintenant une petite trentaine d'années que je suis sur les sujets de sport au niveau international, soit en Amérique du Nord avec le Canada, soit dans les pays du Golfe avec le Qatar notamment, soit en Afrique, soit avec l'Union européenne. Donc le sujet de la dimension internationale du sport, c'est un sujet qui me concerne depuis maintenant, on va dire, oui, une trentaine d'années. Et donc, par rapport à notre sujet du jour, si on repart au début, c'est-à-dire avant le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, quels enjeux géopolitiques entouraient cette Coupe du Monde 2026? Des enjeux géopolitiques, il y en a toujours autour de ce type d'événement. L'attribution de la Coupe du Monde au Qatar ou à la Russie, il y a toujours aussi ou souvent des polémiques avant le début de la compétition. On peut se rappeler de tous les débats qu'il y a eu autour du Qatar, autour de la Russie, autour de l'Argentine, si on remonte à 78. Il y avait déjà des sujets géopolitiques par rapport à ça. Voilà, donc il y a toujours cela. Et puis après, il y a le coup d'envoi et en général, le sport prend le dessus. La géopolitique ou la politique peut s'immiscer dedans. Il est vrai que sur cette Coupe du Monde-là, de par le comportement du pays hôte ou du principal pays hôte qui est les États-Unis, et donc son président Donald Trump, il y a eu des interférences ou des implications qui ont été beaucoup plus visibles que sur d'autres. Tu l'as dit, c'est un peu la phrase fétiche de Gianni Infantino, le football est au-dessus de la politique. Mais est-ce que durant cette Coupe du Monde, le football a vraiment été au-dessus de la politique? Au-dessus de la politique, je pense pas. Il est politique aussi. Les instances, que ce soit la FIFA, le CIO et autres, ont voulu se construire historiquement il y a plus d'un siècle sur une notion d'indépendance, indépendance par rapport à l'économique et indépendance par rapport aux politiques. Bon, aujourd'hui, force est de constater que l'indépendance d'un point de vue économique, si on revient sur les pauses fraîcheurs, c'est discutable. Et l'indépendance par rapport aux politiques, si on regarde le prix de la paix remis à Donald Trump par Gianni Infantino, on peut se dire aussi que c'est discutable. Donc je ne pense pas que le sport sera au-dessus de la politique, mais le sport peut être un trait d'union politique. La force du sport, c'est de pouvoir réunir des peuples qui ont du mal à se parler en dehors du terrain sportif. Pour moi, le meilleur exemple, c'était en 98, quand on a pu voir États-Unis-Iran, par exemple. C'est pour ça que bannir les Russes et les Biélorusses des compétitions, en soi, j'étais pas fan. Donc le sport lui-même est politique. Il génère des images politiques. Justement, si on se recentre un peu sur la Coupe du Monde 2026, pourquoi cette dernière a différé et a suivi une logique un peu différente des précédentes éditions que tu as citées, à savoir la Russie et le Qatar?
Dans cette dimension-là, il est clair que l'attitude, le comportement du président Trump a été très important dans cette dimension différente des autres, ou du moins de façon exagérée par rapport aux autres éditions. Et puis le contexte géopolitique tout court, on est quand même dans un contexte de tension internationale très forte, de guerre. Effectivement, à partir du moment où il y a le conflit dans le détroit d'Ormuz avec l'équipe d'Iran qui était qualifiée, mécaniquement, ça allait générer une situation un peu particulière. Mais la FIFA a l'habitude d'imposer ses règles ou d'exiger des pays hôtes le respect de certaines règles et notamment des délégations. Et là, elle a brillé par son impuissance ou sa lâcheté. Mais ce qui me semble aussi intéressant à prendre en considération, c'est que si la Coupe du Monde a eu lieu en 2026 en Canada, États-Unis, Mexique, c'est bien évidemment parti parce que 2022 avait eu lieu au Qatar. Alors, au départ, le Qatar et les États-Unis, on voit pas bien le lien, mais c'est surtout que les États-Unis voulaient la Coupe du Monde 2022 et pensaient pouvoir l'avoir. Et il y a eu ce qu'on appelle le Qatar Gate. Un pays favori pour l'obtention de la Coupe du Monde qui ne l'a pas parce qu'il y a eu un jeu d'influence qui s'est joué, c'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que ça tombe sur les États-Unis et c'est surtout la première fois que le pays victime de ces influences a décidé de réagir fortement. Quand je dis réagir fortement, il y a eu quand même une descente du FBI, si je dis pas de bêtises, en Suisse, une pression américaine sur la Suisse, menaçant même la Suisse de perdre son statut particulier financier au niveau des banques. Et donc, la FIFA a eu très peur et a voulu se racheter de bonnes relations avec les États-Unis. Et je pense que la FIFA avait une volonté de se faire bien voir des États-Unis. C'est super intéressant ce que tu viens d'évoquer par rapport à l'ensemble des épisodes qu'on a pu voir durant ce mondial. Est-ce que c'est vraiment la FIFA qui a essayé de se rapprocher des États-Unis ou pas plutôt Gianni Infantino qui a essayé de se rapprocher de Donald Trump pour gagner en influence? Chaque président de la FIFA, on peut parler de Sepp Blatter, on peut parler de João Avalanche pour les précédents, sont des dirigeants du monde du sport qui ont un statut quasi de chef d'État aux États-Unis comme ailleurs. Donc c'est pas Gianni Infantino, ce qu'on peut lui reprocher ou ce que certains lui reprochent, c'est d'être entre guillemets affairiste, attiré par tout ce qui brille et probablement d'aimer l'argent ou les avantages qui sont associés à sa fonction. Pour le coup, je suis pas sûr que ce soit le seul à être comme ça, malheureusement, mais c'est un fait. Non, je pense que la FIFA avait un risque par rapport à l'administration américaine, qu'elle soit de Trump ou qu'elle soit de Biden. En revanche, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on a pu dire autour des excès de Trump, qui sont réels, hein, c'est que on a été très 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 sévère pour certains aspects à raison sur le Qatar. Mais par exemple, sur la dimension environnementale, le Qatar du stade le plus au nord au stade le plus au sud, il y avait 50 kilomètres qui se séparaient. Là, entre Vancouver et Mexico, Vancouver au Toronto et Mexico, pour l'empreinte carbone, on peut en parler. On a été très critique sur les stades climatisés au Qatar. Il y avait beaucoup de stades climatisés sur cette Coupe du Monde. Et j'ai pas entendu beaucoup de médias réagir ou d'associations réagir. Donc, en fait, si on revient sur cette dimension géopolitique, c'est de dire qu'en fait, le monde du sport s'est organisé et s'est construit dans une vision occidentale. Mais qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde totalement occidental. On l'a rarement été finalement. Et que la guerre Russie-Ukraine a redistribué les cartes. Le podrome du 7 octobre a en plus réexplosé deux blocs qui n'étaient pas vraiment des blocs en fait. Et ce qui est intéressant de voir à ce niveau-là, c'est que nos médias ont été très critiques par rapport au monde du Middle East, du monde musulman, et finalement assez complaisants quand il faut traiter des sujets identiques dans leur propre univers. Et ça, pour nous, c'est peut-être pas trop gênant. Mais pour d'autres parties du monde, ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures et ça ne fait qu'entretenir des tensions et ça, c'est un autre problème. Si on change maintenant un peu de prisme, au départ, pour toi, quelles étaient les ambitions de Donald Trump
ainsi que du pays de l'oncle Sam concernant ce mondial. Donald Trump, lui, ce qu'il veut, parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse. Si les États-Unis avaient gagné, il aurait su se réapproprier la victoire. Là, ce qui était important pour lui, c'est qu'il soit sur la photo, et on l'a vu au moment de la remise de la Coupe du Monde. Il a réussi à être sur le podium. Voilà, il y a que ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéressait dans cette Coupe du Monde, c'est que c'est l'événement majeur au niveau du monde. On a imaginé 5,4 milliards de téléspectateurs pour cette Coupe du Monde. Sur 8 milliards, c'est pas mal. Et il y a rien de plus fort actuellement qu'une Coupe du Monde de football. Et si pour que les États-Unis aillent plus loin, il faut appeler Gianni Infantino pour enlever un carton rouge, il le fait. Rien de nouveau par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains, et là, faut enlever Trump parce que nous, on réagit tout le temps par rapport à Trump sans nécessairement voir les tendances de fond. La relation de Trump avec l'Union européenne, elle est détestable dans la forme, mais sur le fond, elle a rien de nouveau par rapport à la vision de Biden ou d'Obama. Ça fait longtemps que les Américains pensent à eux avant de penser à l'Europe, par exemple. Donc Trump, lui, c'est juste qu'il le fait de façon grossière, avec un manque d'éducation assez marqué et qui nous heurte, mais foncièrement, ça change pas grand-chose. Et pour la FIFA, l'autre point qui est important, c'est d'ancrer le football, notre football, le soccer, sur le marché américain. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est moins de 5% de la population mondiale, mais c'est 35% du sponsoring mondial, du sponsoring sportif, et c'est 50% des droits télé sport du monde. Voilà pourquoi la FIFA y a organisé la Coupe du Monde des clubs. Voilà pourquoi il y a eu la Coupe du Monde 2026. Voilà pourquoi on est en train de parler, la FIFA parle de la Coupe du Monde féminine de 2031 aux États-Unis. Tu l'as très justement expliqué. Il y a eu une différence de traitement médiatique avec cette Coupe du Monde 2026 de la part des médias occidentaux, mais il y a quand même l'ensemble des problèmes, des avaries qui ont été pointés du doigt. Et donc, bon, même si aujourd'hui on est le 25 juillet, c'est encore un peu à chaud, un peu récent, est-ce qu'au final, les États-Unis sortent vraiment grandis de cette Coupe du Monde? Ça dépend quel est l'objectif. Je pense que l'objectif de Donald Trump avec cette Coupe du Monde, c'était de démontrer la puissance américaine. Et comment elle a pu être démontrée, cette puissance américaine? Sur le fait que, globalement, elle a piloté la FIFA. C'est-à-dire que les États-Unis ont obtenu ce qu'ils voulaient de la FIFA à chaque fois. Il a pu démontrer la puissance américaine, mais pas nécessairement de façon positive. Mais le fait est, c'est que en général, la FIFA fait plier le pays hôte. Là, c'est le pays hôte qui fait plier la FIFA. Et l'autre sujet, ou l'autre objectif, c'était par rapport à sa population. Le vrai sujet pour Trump aujourd'hui, je pense que c'est les midterms. Et donc par rapport aux midterms, c'était de dire, non mais moi, je vais faire plier les autres. C'est-à-dire que les Iraniens, je vais leur mettre la misère et ils vont pas pouvoir dormir sur notre sol. Il a été très ferme, trop de façon injuste et disproportionnée par rapport aux Africains. Les Africains, il fallait qu'il y ait un dépôt de caution pour avoir un visa. Et c'était pas le même montant partout. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que je dépose, pour certains, je crois que c'était 5 000 euros, et je dépose 5 000 euros pour avoir mon visa pour aller aux États-Unis, et que je récupérais les 5 000 euros, c'est une caution en fait, quand je rentrais. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait démontrer que il y aurait pas d'immigration non maîtrisée à cause de cette Coupe du Monde. Donc tout ça, ce sont des objectifs de communication interne. Et donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, nous, en Europe et en France, je pense pas qu'on soit les seuls en Europe. On déteste Trump, mais on n'a pas à l'aimer ou le détester. C'est pas le président français, c'est le président des Américains. Donc ça, c'est le problème des Américains. Et quand je dis c'est le problème des Américains, Trump, lui, il a agi pour essayer de gagner des points par rapport à ses midterms. C'est pas élégant, c'est pas correct. Je parle même pas de l'arbitre qui aurait dû, et la FIFA aurait dû intervenir pour que cet arbitre puisse arbitrer tout simplement l'arbitre somalien. Ça n'a pas été le cas. Et c'est la FIFA qui en sort plutôt affaiblie à ce niveau-là. En termes d'image, j'entends. En termes économiques, la FIFA, elle s'en sort gagnante. Et au vu de tous les épisodes que tu as cités, est-ce que c'est du jamais vu dans la grande histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait autant d'ingérence politique qui a
pratiquement bafoué l'essence même de notre sport, à savoir l'équité sportive. En tout cas, moi je me rappelle, parce que je pense qu'on n'est pas tout à fait de la même génération, en 1982, il y a France-Koweït et il y a le frère de l'émir qui descend sur la pelouse pour annuler un but. Bon, j'ai pas vu Trump descendre sur la pelouse pour annuler un but. Il a appelé pour enlever un carton rouge. Tout ce qui s'est passé, je pense que ça s'est déjà passé dans l'histoire. Là, c'est juste une compilation de tout de façon excessive. Mais la Coupe du Monde en Argentine en 78, c'est pas génial, génial, hein. Il y a dans l'histoire des différentes Coupes du Monde des choses qui ont été quand même un peu bizarres, hein. Des équipes qui ont eu un virus ou une vague de diarrhée avant des rencontres. Tout ça, c'est arrivé déjà, hein. Je ne cautionne absolument pas, hein. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la vraie différence, c'est que beaucoup de choses se savent quasiment en direct, et ça prend des dimensions colossales. Parce qu'on peut parler de beaucoup de choses, on ramène toujours tout sur Trump, mais il s'est passé des choses quand même particulières dans cette Coupe du Monde, où globalement, le football et la FIFA n'en sont pas grandis dans l'esprit du jeu, dans l'éthique et autres. Certes, mais je crois que surtout la FIFA, elle était venue chercher du cash. Et au niveau du cash, elle est repartie gagnante. On parle beaucoup des États-Unis à juste titre, parce que première puissance au monde, mais à la base des bases, cette Coupe du Monde, c'est celle de l'Amérique du Nord, pas que des États-Unis. Est-ce que l'Amérique du Nord ressort grandi de cette Coupe du Monde, ou justement ce mondial a reflété finalement la fragmentation qui est en train de se dérouler dans cette région du monde, avec une États-Unis qui essaie de vraiment s'émanciper de son voisin canadien et mexicain? Trump, quand il a été élu, il voulait faire un mur avec le Mexique. Derrière, il a dit, tiens, ce serait peut-être pas mal qu'on intègre le Canada, que ce soit une étoile en plus sur notre drapeau. Donc oui, la situation fragmentation, elle existe, mais sur cette Coupe du Monde, on l'a pas trop vu, on l'a pas trop ressenti. Il y a eu 3 matchs d'ouverture, un à Mexico, un au SoFi et puis un à Toronto. Ouais, tout le monde est content. Il y a eu une seule finale, évidemment, mais ça s'est joué. Le Canada, lui, a montré qu'il progressait en football. L'ambiance dans les stades était sympa. Moi, j'ai des amis canadiens qui étaient à Toronto, ça s'est très bien passé. Le Mexique a démontré la ferveur populaire qu'il y avait autour de ce sport-là. Et puis, d'une façon générale, prenons de la distance avec Trump. Trump, sincèrement, dans 2 ans, c'est fini. Et les États-Unis, je reviens sur ce que je disais, hein, Trump, sa façon d'agir, sur la forme, elle est abjecte. Mais sur le fond, le recentrage des Américains sur leurs propres intérêts, c'est pas un phénomène nouveau. La relation dominant-dominé entre les États-Unis et le Canada, c'est amplifié par Trump, et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il faut le dépasser ça et se rendre compte que ce continent nord-américain est dominé par les Américains eux-mêmes, les US, et que d'une façon générale, il a tendance à se refermer sur lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il est sur un marché autosuffisant d'un point de vue économique, d'un point de vue énergétique, il l'est quasiment aussi. Et voilà, c'est un continent qui peut presque vivre en autarcie. Après, il doit régler son problème entre ces 3 grands pays. Et si on va au-delà du football, ça doit nous amener à nous interroger sur ce que l'on veut, comment on s'organise et comment on fait en sorte. Nous, on est des Bambis, quoi, d'un point de vue géopolitique à ce niveau-là. Et pour clore cette interview, je vais te poser une question qui est finalement la conclusion et en quelque sorte la problématique finale de tout ce projet. Après tout ce que l'on a vu dans cette Coupe du Monde, qui est, disons-le, quasi du jamais vu depuis la fin de la guerre froide, est-ce que ce mondial 2026 représente un épiphénomène géopolitique ou bien marque-t-il le passage du sport au sein d'une nouvelle ère? Le fait que ce sport ait basculé dans une approche toujours plus d'un point de vue business, c'est pas cette Coupe du Monde-là qui va être le point de bascule. En revanche, la dimension que ça a pris, cette Coupe du Monde-là va rester dans l'histoire parce que c'est la première qui passe de 32 à 48, 10 pays africains d'être présents. C'était quand même important. D'un point de vue économique, on est passé de 64 matchs à 104 matchs. Donc ça veut dire, par rapport à la Coupe du Monde de 2022, qui avait 1 milliard de billetterie, on est passé à 3 milliards de billetterie.
hein. Donc on a quasiment doublé le nombre de matchs, mais on a fait x3 en termes de chiffre d'affaires. Donc là, c'est colossal dans ce upside-là. Là, c'était quand même clairement la patte US qui était marquée. Comment ça sera à l'avenir, je sais pas dire. Le sujet des pauses fraîcheurs, comme on est sur des Coupes du Monde qui ont toujours lieu en été, si on intègre le changement climatique qui fait que si une Coupe du Monde se fait toujours en juin-juillet, quel que soit l'endroit, quasiment, il fera chaud, très chaud. L'UEFA est contre les pauses fraîcheurs, mais faire une pause fraîcheur en Ligue des Champions en novembre, ça n'a pas de sens. Donc ça m'étonne pas. Saut de la mi-temps, de la finale pour la pause fraîcheur, enfin pour le show de la mi-temps, je pense qu'on l'aura aussi en 2030, mais je pense pas qu'il sera aussi puissant qu'il n'a été là. Un grand merci d'avoir abordé ces angles qui sont effectivement moins mis en exergue au sein de notre paysage médiatique. Cette interview vient clôturer ce gros travail autour de la Coupe du Monde, en plus de l'épisode, très complémentaire avec plein de nouvelles thématiques. Donc un grand merci Vincent. Et pour vous, chers auditeurs, on se retrouve à la rentrée avec plein de nouveaux projets, plein de nouveaux épisodes.